Bonjour à tous, je suis ravie d'être devant vous aujourd'hui. Je vais un peu faire l'attraction parce que du coup, je ne vais pas vous parler de choses scientifiques en sciences dures, mais plutôt des sciences humaines. Et donc, on va évoquer ensemble l'histoire de la peste et du choléra à Marseille. Alors, vous allez dire comme ça, tout un programme, de quoi elle va bien pouvoir nous parler? Eh bien, en fait, je vais m'appuyer sur l'exemple de Marseille et de ce qui a pu se passer au cours des différentes épidémies. Alors, on ne va pas déblayer toutes les épidémies, on ne va pas se faire du détail. L'idée, c'est de vous présenter une synthèse de la façon dont les épidémies ont été gérées au cours du temps à Marseille, qui est un peu un cas, on va dire, exemplaire, puisque c'est à Marseille qu'a eu lieu la dernière grande épidémie de peste qui a eu lieu en Europe occidentale en 1720. On va également s'intéresser au choléra, et du coup, on va aborder plus particulièrement la question du XVIIIe et du XIXe siècle. Alors du coup, mon propos, j'ai décidé de le structurer, non pas de vous faire une présentation, on va dire, épidémie par épidémie, qui aurait été un peu fastidieuse. Le but, c'est de rendre ça un peu vivant, c'est un peu ma spécialité, justement de, on va dire, démocratiser l'histoire, et notamment l'histoire scientifique, puisque j'ai un doctorat d'histoire de la santé à la base, d'où ma présence ici devant vous aujourd'hui. Donc l'idée, c'était de partir tout d'abord sur une approche, on va dire, quelles ont été les mesures de protection qui ont été mises en place par l'administration. C'est-à-dire quelles règles ont été mises en place, comment les structures d'assistance ont géré l'accueil et la prise en charge des patients, et finalement, au travers de ça, comment la ville a accusé le coup de ces grandes épidémies et comment elle a pu, malgré toute l'incidence que ça a eu en termes de mortalité, puisque je ne vais pas trop faire durer le suspense, la peste sur une population de 80 000 personnes en 1720, c'est 40 000 morts en l'espace de 4 mois. La deuxième partie de mon propos sera consacrée à l'histoire des grandes épidémies. Alors, non pas, on ne va pas rentrer dans le détail encore une fois, mais on va essayer de s'intéresser à la façon dont les malades ont été pris en charge. Alors du coup, forcément, je parlerai de la prise en charge médicale, de la façon dont ces patients ont été traités, des mesures qui ont été mises en place dans les structures d'assistance, et finalement, grosso modo, comment ces structures d'assistance ont eu un impact positif sur la prise en charge des malades. Il faut savoir qu'au cours de mes travaux, l'axe de recherche que j'ai poursuivi et que je poursuis toujours, c'est mettre au jour la médicalisation de la société bien avant l'ère pasteurienne et en fait montrer qu'il y a eu une prise en charge médicale des patients avec une pharmacologie dédiée qui a été mise en place dès l'époque moderne en ce qui me concerne, donc dès le XVIIe siècle, voire antérieurement, puisque dès le Moyen-Âge, on a des traces de médicalisation de certains asiles et certaines structures d'assistance. La troisième partie de mon propos va véritablement être l'attitude des populations. On va plus être dans un prisme d'histoire des mentalités. Comment les épidémies ont été perçues par ces populations? Comment elles ont eu des conséquences sur leur vie? Quelles ont été les conséquences que ces grandes épidémies ont eues sur la société? D'une manière générale, quel bilan la société a pu tirer de ces grandes épidémies? Véritablement, le fil conducteur, le fil rouge de mon intervention sera de comprendre comment l'épidémie de peste et les épidémies de choléra, parce qu'on verra, il y en a eu 9 au XIXe siècle, ont durablement marqué non seulement l'histoire de la ville, mais surtout les mentalités et les mémoires. Et jusqu'à aujourd'hui. Donc on va commencer avec les mesures de protection qui ont été mises en place par l'administration. Alors bien évidemment, et ça je ne pouvais pas passer outre, puisque c'est l'hôpital sur lequel j'ai fait ma thèse, l'un des premiers outils de santé publique qui a été mis en place par la ville de Marseille, puisque c'était la ville qui gérait les structures d'assistance à l'époque, c'est l'Hôtel-Dieu. Donc l'Hôtel-Dieu, hôpital généraliste, pas général, parce qu'un hôpital général, c'est un lieu d'enfermement des pauvres et des errants. On est vraiment sur un hôpital, Hôtel-Dieu, donc hôpital de soins, avec un service de santé dédié, qui est là pour gérer au quotidien la prise en charge des malades, quelle que soit leur pathologie. On a un hôpital qui va évoluer avec le temps, donc on a une petite structure
jusqu'au début du XVIIe siècle. Puis après, à partir de 1753, une très grande structure qui va évoluer jusqu'en 1862 pour donner, pour ceux qui connaissent Marseille, le grand hôtel-Dieu qui se trouve encore aujourd'hui sur le Vieux-Port et qui accueille aujourd'hui un palace 5 étoiles. Donc, on a cet hôtel-Dieu qui propose une structure, qui est une structure d'assistance, qui va prendre en charge les pathologies du quotidien, mais également certaines pathologies contagieuses, pas toutes. Par exemple, il y avait des pathologies qui étaient exclues de la prise en charge, telles que les maladies vénériennes ou encore la gale. Pour une raison simple, la peur était que ces maladies ne se répandent dans l'hôpital et ne fassent plus de dégâts à l'intérieur. Et du coup, il y avait des structures dédiées qui étaient déléguées, à qui on déléguait la prise en charge de ces malades. À l'intérieur de l'hôpital, on retrouvait énormément de pathologies contagieuses qui aujourd'hui ne sont plus traitées, heureusement pour nous, à l'hôpital. Mais par exemple, on a des cas de rougeole, on a des cas de palu et on a des cas aussi de maladies qui ne sont pas forcément identifiées, mais qui sont pour le coup contagieuses. Et donc, on n'a pas forcément de service d'isolement dans ces hôpitaux. On va traiter les malades les uns à côté des autres, ce qui, du coup, génère parfois certaines épidémies à l'intérieur même de l'hôpital. Néanmoins, le but, c'est véritablement de limiter cette contagion, et donc il y a toute une pharmacopée qui est mise en place. À côté de ce système de santé traditionnel, on va dire pour les pathologies de tous les jours, on a une ville qui va décider de se protéger des pathologies contagieuses qui peuvent venir de l'extérieur. Alors, Marseille est un grand port de commerce qui va notamment se surdévelopper à partir du XVIIe siècle. Néanmoins, dès le XVIe siècle, même dès le XVe siècle, on a une prise en compte des menaces qui peuvent venir de l'extérieur, notamment de tous les cas de peste. 1348, peste noire notamment en Europe, qui se répand. Et on a d'autres pathologies qui sont importées depuis les pays de la Méditerranée. Et donc, il y a une volonté des édiles locaux de se protéger de ces maladies venues de la mer. Et donc, on va créer une structure qui s'appelle une infirmerie, qui se trouve au centre de la vieille ville. Alors, pour ceux qui connaissent, pas loin qui donne pas quasiment sur le Vieux-Port. Et cette structure, elle va être chargée d'accueillir les malades qui arrivent par la mer. En 1558, on va ouvrir véritablement une beaucoup plus grosse structure. Donc, on prend conscience du risque et du fait qu'il faut davantage protéger la ville. Et donc, on va ouvrir ce qu'on appelle un lazaret au Catalan, donc du côté du quartier Saint-Lambert. Donc, pas loin du Vieux-Port non plus. Donc, un lazaret, c'est une contraction ça vient de l'italien, déjà. C'est dérivé de lazaretto. On en trouve deux à l'époque moderne, avant celui de Marseille, Gênes et Venise. Et on a ces structures qui sont dédiées à l'accueil des pestiférés. Donc à Marseille, on en a encore un vestige, et c'est ce qu'on voit. Donc la tour, alors je ne sais pas s'il y a un pointeur. Ah oui, donc en fait, la tour que vous voyez ici, elle est là, aujourd'hui. Donc elle a été conservée. Au-delà des infirmeries, on a également la mise en place de bureaux de l'intendance sanitaire. Alors, qu'est-ce que c'est l'intendance sanitaire? C'est une structure qui a été mise en place par l'État, cette fois-ci, puisque les infirmeries étaient une structure municipale. Là, on est sur une structure mise en place par l'État qui vise à contrôler les navires qui arrivent dans le port de Marseille au niveau sanitaire. C'est-à-dire que, concrètement, dans chaque port, on va vous remettre un document qui s'appelle une patente. Sur cette patente, c'est un laissez-passer si vous préférez, on va dire au capitaine du navire, bon, vous n'avez pas de cas de peste à bord, c'est bon, vous avez une patente nette. Vous avez quelques cas qui sont douteux, on va vous donner une patente soupçonnée. Et vous avez des cas de peste à l'intérieur, on vous donnera une patente brute. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'en fonction de la patente que vous présentez quand vous arrivez dans le port suivant, eh bien, votre équipage, vos marchandises ou vos passagers seront laissés plus longuement en quarantaine. Donc, bien entendu, quand on arrivait avec des cas de peste à bord, alors, dans le meilleur des cas, tout le monde était isolé, et dans le pire, le bateau était brûlé. S'il y avait vraiment des cas de peste, bateau, marchandises, et tout le monde était isolé et séparé du reste de la population. Ces bureaux, on les a trouvés à différents endroits du port. Aujourd'hui, il en reste des vestiges sur le port de Marseille. Donc, c'est les bureaux de la consigne sanitaire que vous voyez sur la photo en bas, avec au-dessus une statue de Saint-Roch qui a été ajoutée, Saint-Roch étant le saint patron que les catholiques prient pour se protéger de la peste. Et
cette consigne sanitaire, elle a été édifiée entre 1719 et 1862, ce qui veut dire qu'au moment où la peste de 1720 sévit, eh bien, le bâtiment n'est pas encore achevé. Néanmoins, l'intendance sanitaire, l'administration qui contrôle l'arrivée des navires, existe bel et bien, elle, depuis un bon moment. Alors, qu'est-ce que c'est la mise en quarantaine? La mise en quarantaine, c'est le fait d'isoler non seulement les navires et les équipages, mais également les passagers et les marchandises. Et ces différentes entités vont être isolées à des endroits différents. Les navires et les équipages vont être envoyés dans l'archipel du Frioul. Alors, pour les non-marseillais, là où il y a le château d'If, vous avez une série d'îlots, ce sont les îlots du Frioul. Et donc là, on isole, on a un endroit dédié, un petit port qui va être dédié. Et les marchandises et les passagers sont isolés, eux, dans une structure très particulière qui s'appelle le lazaret d'Arinque. Alors ce lazaret d'Arinque, il succède aux infirmeries des Catalans dont je vous parlais tout à l'heure. C'est une méga structure qui est édifiée à partir de 1663. Donc on le voit, elle est au nord de Marseille. Donc vous avez le vieux port ici et le lazaret qui est au niveau du quartier de la Joliette, pour ceux qui connaissent aujourd'hui. Ce lazaret, donc, il est édifié à cet endroit-là. Alors vous allez me dire, mais pourquoi ils ne l'ont pas laissé aux Catalans, là où il était antérieurement? Eh bien, simplement parce qu'aux Catalans, en 1664, on va faire construire une méga citadelle, que vous avez peut-être aperçu si vous êtes allé du côté du Vieux-Port, qui est le fort Saint-Nicolas. Et le gouverneur du fort Saint-Nicolas a peur du lieu de quarantaine. Et il n'en veut pas à côté de ce lieu de garnison. Et donc, il va faire déplacer le lazaret à Arinque, dans cette zone qui, à l'époque, n'est pas urbanisée du tout. Et ça va donner lieu à la construction d'une méga citadelle qui est la plus vaste d'Europe, 25 hectares de structure de protection, qui sera agrandie à 34 hectares en 1830. Et cette structure, c'est vraiment quelque chose de colossal. On est comme une sorte de forteresse. Gardez bien ça en tête parce que je vais vous en parler quand on va évoquer la peste. À la base, ce lazaret, c'est vraiment une forteresse. Tout est prévu pour que les gens n'aient pas à en sortir, c'est-à-dire qu'on trouve une boulangerie, on va trouver des dortoirs pour les malades, un service de santé. Et on est sur un service de santé qui est très particulier, c'est-à-dire un service de santé où tout le monde doit rester à distance. Donc, les médecins vont prendre en charge les malades à distance, c'est-à-dire que quand ils vont les examiner, ils vont laisser jusqu'à 10 mètres entre eux et le patient. Donc, c'est pas très pratique. L'idée, c'est de percevoir si la personne est porteuse de la peste. Et en plus, les visites sont autorisées au lazaret. C'est-à-dire que là, ce que vous voyez, c'est un parloir avec ce qui est intéressant sur cette gravure, c'est le brasero qu'on voit au bas de la grille. En fait, la prophylaxie la plus courante, mais on y reviendra tout à l'heure, c'était de faire brûler différentes herbes de façon à éliminer les miasmes qui étaient censés être transportés par l'air. Et donc, on purifie l'air pour éviter que l'air ne contamine les gens qui viennent s'y rendre. Sur ma présentation, je vous ai dit que c'était pour les hommes et les animaux, et c'est effectivement le cas. C'est-à-dire que parmi les marchandises et les passagers, il y avait aussi des animaux qui étaient transportés. Et par exemple, sous le règne de Charles X, le Dey d'Égypte a offert une girafe à Charles X. Et bien cette girafe, elle est passée par le lazaret. Donc on peut dire qu'il y a des animaux assez particuliers qui sont passés par cette structure. Alors pourquoi j'ai dit qu'elle n'était pas si fermée que ça? Pas si fermée déjà parce qu'on a droit aux visites. Pas si fermée parce que, il y avait des services de contrebande à l'intérieur qui faisaient que certaines marchandises arrivaient à sortir avec des conséquences qui furent parfois dramatiques pour la ville, et on y reviendra. Voilà les instruments des médecins qui officiaient dans le lazaret. Donc c'est ce que je vous disais, pour examiner les patients, surtout il ne fallait pas les toucher puisqu'ils étaient susceptibles d'avoir la peste. Donc on les examinait à distance avec des instruments à long manche. Et c'est des instruments qu'on va conserver jusqu'au XIXe siècle, pour certains. Donc avec des trépans, comme vous voyez, des pinces à cautère, enfin tout le matériel de façon à ce que les médecins puissent opérer à distance. Alors c'est pas très pratique, mais en attendant, c'était ce qui était pratiqué.
Ce lazaret, il va finalement fermer ses portes en 1849. Il va laisser la place à un autre hôpital dont le bâtiment existe toujours au Frioul. C'est l'hôpital Caroline qui ouvre ses portes en 1828 et qui sera en activité à peu près 100 ans, sachant que au 19e, la menace n'est plus vraiment la peste, mais plutôt la fièvre jaune. C'est elle qu'on craint vraiment. On se remet dans le contexte du 19e avec une politique coloniale de la France, une politique impérialiste assez importante, et donc des explorateurs ou des liens qui sont créés avec les pays d'Afrique notamment, où il y a de nouvelles pathologies qui n'existent pas en Europe, et donc dont on a peur qu'elles se répandent sur le continent. Et de fait, on a de nouvelles structures d'assistance qui se mettent en place, dont cet hôpital Caroline. Cet hôpital Caroline, alors j'ai voulu vous montrer cette slide parce que c'était quand même assez drôle. En fait, donc tout est organisé autour d'une chapelle qui est vitrée, de façon à ce que les malades puissent assister à la messe pendant leur convalescence, enfin leur quarantaine si vous préférez. Et surtout, quand l'hôpital Caroline a été désaffecté, on l'a transformé en camp naturiste, et c'était notamment très connu en Allemagne. Et donc c'est ce que vous voyez sur cette revue. Comme quoi, hein, d'un lieu de santé, on peut passer à un lieu de plaisir. Hop. Donc on vient de voir comment, en fait, la municipalité et l'État avaient mis en place des mesures pour se protéger des grandes épidémies. Malgré toutes les mesures qui avaient été prises, j'ai commencé un peu à l'aborder, eh bien, malgré ça, on a eu de grandes épidémies qui se sont répandues à Marseille, mais également dans tout le reste du territoire. Donc aujourd'hui, on va s'attarder plus concrètement sur le cas de Marseille, et on va essayer de s'intéresser à comment ces maladies ont été gérées et quelle prise en charge a été proposée. Alors déjà, petit point chronologique des épidémies les plus meurtrières. Donc vraiment, je me suis concentrée au cours de cette intervention sur les deux grandes maladies qui ont fait le plus de victimes, donc la peste et le choléra. Néanmoins, on a aussi des épidémies de grippe, des épidémies de rougeole, des épidémies de phtisie au 19e, qui vont faire également énormément de victimes. Néanmoins, là, j'ai voulu me concentrer sur deux pathologies qui ont fait énormément de victimes en très peu de temps. Donc, en résumé, la peste, la dernière peste à frapper l'Europe occidentale en 1720 se passe à Marseille, enfin part de Marseille. La deuxième pathologie, qui est le choléra, va se dérouler en 9 périodes. Il y a 9 épidémies de choléra qui vont se déclarer à Marseille entre 1834 et, pour la dernière, 1885, et qui vont faire... aucun rapport entre la peste et le choléra en termes de victimes. Pour la peste, je vous le disais tout à l'heure, on est sur 40 000 victimes sur une population de 80 000, donc la moitié de la population. Pour le choléra, on tourne autour des 3 000, 3 500 victimes dans une population qui commence à tourner autour des 200 000 habitants au début du 19e et qui finira à 400 000 à la fin du siècle. Donc on est sur un impact plus modeste, on va dire, mais tout aussi dangereux et qui fait tout autant peur parce que les moyens de le combattre, comme on va le voir, sont quand même assez restreints. Alors les causes de ces épidémies. Comment, avec toutes les mesures de protection qu'on a mises en place, comment ces épidémies ont pu quand même se répandre? La première, c'est qu'elles ont été importées par des navires donc issus de la marine marchande. Et ces navires, même s'ils avaient, mis en place tous les contrôles nécessaires, malgré ça, il y a eu des problèmes de fuite. Le deuxième, c'est le non-respect justement de cette réglementation. Alors ce non-respect s'exprime en termes de patentes trafiquées, donc les documents administratifs dont je vous parlais tout à l'heure, il y a des navires qui s'arrangeaient pour les falsifier. Le non-respect des mesures de quarantaine, c'est-à-dire des gens qui sortaient de quarantaine avant qu'ils aient le droit, et surtout la contrebande. C'était le cas notamment au lazaret, où je vous disais qu'il y avait des marchandises qui devaient rester, et ces marchandises, souvent, elles étaient sorties en fraude du lazaret, créant ainsi des problèmes de contamination. Troisième problème qui est là, et plus d'ordre finalement administratif et juridique, c'est l'allègement des mesures de contrôle de sécurité en vue, on va dire, de faciliter le commerce et les échanges commerciaux. Très clairement, à partir de 1841, donc juste pour rappel, la conquête de l'Algérie par la France, c'est 1830-1840. Donc 1841, les liens commerciaux sont déjà développés avec l'Algérie, et pour alléger on va dire, le contrôle des marchandises, on va alléger les mesures de sécurité. Ce qui est OK pour les mesures commerciales, parce que c'est bon pour l'économie,
mais qui est à double tranchant parce que du coup, en termes de pathologie, il y a moins de contrôle. Et on va faire pareil avec les colonies d'Amérique du Nord, notamment avec les Antilles, où on va également alléger, mais de manière trop précoce, les mesures de protection, ce qui va entraîner des cas d'importation de souches qui sont susceptibles de créer des épidémies. Et puis enfin, il faut le dire, certaines épidémies ont fait l'objet d'une prise en charge très aléatoire. On va parler l'exemple de la peste de 1720, qui est peut-être la plus frappante. C'est la dernière épidémie de peste en Europe occidentale, et elle est avant tout liée, sa propension est avant tout liée au non-respect des mesures de quarantaine qui étaient mises en place par l'État, mais également au déni des autorités. Alors pourquoi ces deux assertions ? Le non-respect des mesures de quarantaine, c'est puisqu'il est avéré en fait que des ballots de soie, donc la peste de 1720, juste pour vous faire un petit récapitulatif, le Grand Saint-Antoine, un bateau de la marine marchande qui part de Syrie, où la peste sévit, qui arrive chargé de ballots de soie avec des puces à l'intérieur, donc vous êtes médecin, piqueur de puces, facteur de contamination. Le capitaine du navire falsifie la patente, arrive à Marseille, on réduit son temps de quarantaine, les gens sont quand même envoyés en quarantaine, ils sont pestiférés, il y a eu des cas de peste à bord, et on stocke les marchandises et les passagers au lazaret, sauf qu'arrive très peu de temps après la foire de Beaucaire, qui est une plaque tournante du commerce en Méditerranée, et qu'il y a gros à perdre si les ballots de soie ne sont pas commercialisés. Et donc du coup, tout est accéléré. Et en plus de ça, on sort en contrebande des ballots avec des puces à l'intérieur. Ce qui va créer une première épidémie avec des premiers décès. Et il y a un refus des autorités de reconnaître que la peste est dans la ville pour ne pas nuire au commerce. Donc malgré les cas de peste qui se répandent, les autorités locales ferment les yeux, d'autant que, pour l'anecdote, un des négociants qui avait fait venir le Grand Saint-Antoine de Syrie avec les ballots de soie, était un des membres du conseil municipal. Ça facilite les choses, on va dire. Et donc, face à cette situation, la peste commence à se répandre. Dès le mois de juin, il a commencé à y avoir pas mal de cas. Et finalement, dès le mois de juin, il va commencer à y avoir pas mal de cas. Et puis, ce qui va se passer, c'est qu'on va finalement s'accorder pour le fait de reconnaître que la peste est dans la ville. Et au mois de juillet, il y aura toute une série de mesures qui seront prises, notamment on sort les ordures de la ville, on enterre les défunts, on les recouvre de chaux, on ouvre des charniers. Malheureusement, il sera trop tard et l'épidémie de peste va se mettre en place. Alors, elle va durer jusqu'en décembre 1720, donc en gros de juin à décembre 1720, mai même. Et il y aura une reprise. Donc la ville va rester on va dire, clôturée jusqu'en décembre 1721. Et il y aura une reprise de l'épidémie en août 1722. Donc finalement, on est sur 2 ans quasiment d'épidémie. Et entre-temps, la peste s'est répandue dans tout le territoire du Sud. Et on a des épidémies de peste qui se déclarent dans d'autres grandes villes du Sud. Alors comment les autorités réagissent à Marseille ? Eh bien, on va installer un peu partout dans la ville des hôpitaux temporaires sous forme de grandes tentes qui vont se substituer aux structures traditionnelles parce que les structures traditionnelles, elles ferment leurs portes, carrément. C'est-à-dire que l'Hôtel-Dieu n'accueille plus aucun pestiféré pendant l'épidémie. Et donc, on a des structures dédiées qui vont être mises en place pendant l'épidémie de peste. Ce phénomène de structure dédiée, on va le retrouver pendant l'épidémie de choléra de 1884-85 avec la réquisition du palais du Pharaon, qui se trouve au niveau du Pharaon aujourd'hui, comme son nom l'indique, qui était un palais impérial qui a été bâti entre 1860 et 1870 sur la cassette personnelle de Napoléon III. Et ce bâtiment, il va abriter donc l'école de médecine à partir de 1893, mais auparavant, il aura servi d'hôpital temporaire pour les cholériques. Et au-delà de cet hôpital temporaire, on va également avoir des bureaux de sanitaires qui vont être établis dans toute la ville pour gérer en fait les flux de malades et les orienter à bon escient, donc vers les hôpitaux qui sont 7 fois restés ouverts pendant les différentes épidémies de choléra, mais également vers l'hôpital temporaire. Alors les traitements. Si on prend le cas de la peste, comment ces malades ont été traités ? Eh bien, j'ai envie de vous dire d'une façon assez classique finalement, puisque ce type de prise en charge médicale, on la retrouve dans beaucoup de pathologies. Donc, premier
premier protocole, c'est on va faire évacuer le mal. C'était vraiment dans, on va dire, les mœurs de la médecine de l'époque. Il fallait évacuer le mal qui était censé... Alors, vous avez dû voir ça dans vos études de médecine, l'équilibre des liquides, la bile, le flegme, le sang, enfin bref, tout cet équilibre, et donc qui est mis à mal par les miasmes, comme on les appelait. Et donc, il faut faire sortir le mal. Alors, comment on le fait sortir? Eh bien, en donnant des laxatifs, des vomitifs, et pour apaiser les gens, parce qu'une fois qu'on les avait vidés de bas en haut, il fallait quand même les apaiser, et donc avec des calmants. Tout ça à base de plantes, essentiellement, puisque on va dire que la pharmacopée d'époque était essentiellement basée sur des plantes, mais on avait également des minéraux et des drogues d'origine animale. Dans le cas des colériques, on va en plus leur faire prendre des bains, notamment pour faire baisser la fièvre, et on va leur donner des solutés pour les hydrater, puisque forcément, il y a déshydratation. Et ensuite, on va faire appel à des remèdes de grand-mère, puisqu'en désespoir de cause, quand rien ne marche, dans le cas de la peste, c'est le cas, puisque l'espérance de vie d'un pestiféré, c'est 3 jours. Donc, pour juste les soulager ou essayer, on va leur donner des remèdes de grand-mère, et c'est le cas, par exemple, de diètes qui étaient à base de vinaigre, alors pas de vinaigre de cidre, de vinaigre tout court, et de morue. Et donc, ces aliments étaient censés combattre le mal. On vient de voir comment ces épidémies en fait, se sont propagées, comment elles ont été prises en charge au niveau local. Mais ça pose la question des populations. Comment les populations ont perçu les épidémies? Comment elles les ont vécues? Quelles mesures elles ont mis en place pour se protéger au cours du temps? Alors, la première chose pour éviter une maladie, c'est de s'en prémunir. Et pour s'en prémunir, 2 façons, enfin plusieurs d'ailleurs, mais la première, c'est de porter des amulettes protectrices et des scapulaires. Alors, un scapulaire, c'est en gros un morceau de tissu. En général, on glisse une oraison à l'intérieur, une petite prière. Et là, on va mettre à l'intérieur des plantes odorifiques ou des substances odorifiques comme du camphre, par exemple, qui est d'ailleurs toujours utilisé dans certaines contrées asiatiques notamment. Et l'idée, c'est, avec cette odeur qui est très forte, pour qui a senti le camphre, on sait que ce n'est pas forcément le truc le plus agréable quand il y en a beaucoup, c'est censé, comme ça sent fort, c'est censé éloigner les maladies. Et il faut savoir que cette prophylaxie, on va la retrouver notamment dans les hôpitaux, où les infirmières, notamment à l'Hôtel-Dieu de Marseille, avaient autour du cou des scapulaires avec du camphre et d'autres plantes aromatiques pour se protéger des malades qu'elles soignaient en fait, et ne pas attraper, ne pas être contaminées. Alors, autre élément, ce qu'on a appelé le vinaigre des 4 voleurs. Alors, le vinaigre des 4 voleurs, c'est une préparation, vous le voyez, à base toujours de plantes, d'angélique, de romarin, notamment on retrouve parfois du camphre, du vinaigre blanc dedans. Et ce vinaigre des 4 voleurs, il était censé éloigner la peste. Et alors, pour la légende, il doit son nom au fait qu'il aurait été inventé par des voleurs qui auraient donc trempé une éponge, on l'utilisait comme ça, on trempait une éponge dans un bol avec cette préparation, on le mettait devant sa bouche et on nouait en gros un foulard dessus. L'idée, c'était de respirer ce vinaigre qui était censé arrêter les miasmes. Et donc la contamination. Et donc l'anecdote, c'est qu'en fait, il aurait été inventé par des voleurs qui pillaient les maisons des pestiférés. Donc comme quoi, de quelque chose de négatif peut des fois sortir quelque chose de positif. En l'occurrence, ce vinaigre a été quand même pas mal utilisé. Alors ça peut faire peur. Si vous vous retrouvez avec quelqu'un qui porte cet accoutrement dans la rue, je pense que vous ne vous emmènerez pas large. En l'occurrence, on est là sur ce qu'on appelle des masques à bec de canard. Alors, ça peut paraître barbare comme ça, mais c'était la mesure de protection qui était mise en place pour les soignants, les médecins, et les ramasseurs de cadavres. Donc, tout le corps était recouvert, ce qui, dans le cas de la peste, c'est plutôt pas mal, puisqu'on sait que la peste se transmet notamment par les piqûres, enfin, pas notamment, se transmet par les piqûres de puces infectées. Donc, le fait d'être entièrement recouvert évitait effectivement les piqûres. Et ce bec de canard, pourquoi cet aspect-là? C'est parce qu'à l'intérieur de ce bec, on allait mettre pareil que dans les scapulaires, du camphre, du vinaigre, tout ce qu'on pouvait trouver pour éloigner le mal, toujours pour ne pas respirer
les miasmes, puisqu'on n'avait pas conscience que c'était les piqûres qui étaient à l'origine de la peste. Autre élément à côté, qui est tout aussi impressionnant, et je peux vous dire que j'en ai vu une en vrai, et ça mesure à peu près cette taille-là, c'est la pince que vous avez sur le côté, qui était une pince à cadavre. C'est-à-dire qu'en fait, on ramassait les corps pour ne pas avoir de contact avec eux, puisque pareil, on pouvait penser que c'était par contact aussi, ce qui n'était pas faux si les gens avaient des puces sur eux. Et donc, on utilisait ces pinces pour transporter les cadavres, pour les tirer et pour les mettre dans des fosses. Néanmoins, la principale mesure de protection, peut-être la plus simple, c'était la fuite. On va avoir différentes campagnes de fuite à travers à l'extérieur de la ville. C'est-à-dire que les gens, dès qu'ils vont pouvoir, avant même la mise en place, alors pendant la peste, il y a un cordon de sécurité qui est mis en place qui empêche les gens de sortir de la ville, mais pendant le choléra, notamment, ce n'est pas le cas. Et pendant la peste, il y a aussi des gens qui ont réussi à sortir, notamment les plus aisés. Et donc, les gens partent et se sauvent et vont se réfugier dans les faubourgs. Sinon, il y a une mesure qui est carrément plus définitive, c'est l'isolement. Et les communautés religieuses, alors j'ai choisi de vous montrer là l'exemple de l'abbaye de Saint-Victor, qui se trouve du côté du Vieux-Port, qui existe toujours. Donc, les communautés religieuses vont se cloîtrer. Et il va en être de même pour les militaires qui vont s'enfermer à l'intérieur de leur garnison. À l'Hôtel-Dieu, par exemple, également, parce que l'Hôtel-Dieu avait une fonction aussi d'orphelinat pour les enfants illégitimes. Et l'Hôtel-Dieu va également se cloîtrer à l'intérieur avec des vivres qui leur sont apportés de temps en temps, mais avec assez de quantité de nourriture à l'intérieur pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Et donc, on va avoir un isolement total, y compris à l'Arsenal des Galères, qui va permettre aux gens qui se trouvent à l'intérieur de ne pas être contaminés, puisqu'il n'y a aucun lien avec l'extérieur, donc forcément, ils sont protégés. Pour ceux qui ne pourraient pas fuir et qui ne pourraient pas être isolés, le dernier recours, c'est la prière. Et on a une montée finalement des croyances à cette époque-là et on va dire des pratiques religieuses. On va avoir des prières spécifiques qui sont mises en place, notamment c'est celle que je vous montre, donc une prière à Saint-Roch. Vous vous rappelez, je vous ai parlé de la consigne sanitaire, il y avait sa statue au-dessus. Donc Saint-Roch qui préserve donc de la peste et du choléra, donc des grandes épidémies. On va avoir des messes et des processions qui sont organisées, puisque finalement, qu'est-ce qui leur reste pour se protéger ? Pas grand-chose, si ce n'est justement le recours à la prière, puisque même s'il y a des mesures, on va dire, médicales qui sont mises en place, dans le cas de la peste, elles sont quasiment inutiles. Dans le cas du choléra, elles sont un peu plus utiles. Néanmoins, vu le nombre de victimes, il y a quand même une volonté de suppléer en fait à la médecine qui est un peu impuissante concernant ces maladies. Et surtout, il faut aussi se remettre dans le contexte de l'époque où la maladie est jugée comme une punition divine qui vient frapper les pécheurs, un peu à la manière de... Alors, pas autant extrapolé, mais on est un peu sur l'idée de Sodome et Gomorrhe avec Dieu qui va frapper les impies. Et donc, on est sur cette notion de punition et donc un besoin de se purifier spirituellement. Et donc, on a une démultiplication des messes, notamment. Et la plus fameuse est la messe qui a été prononcée en 1720 sur le cours Belzance, dont vous avez peut-être entendu parler, qui a réuni énormément de Marseillais. Et lors de ces messes, on va communier. Et ce qui était valable pour les médecins, l'est aussi pour les curés. Et donc, on a des accessoires, autant pour moi, excusez-moi, des outils du culte qui vont permettre de distribuer l'hostie à distance. Comme les médecins auscultent à distance, là, pareil pour l'exercice du culte. Alors, malgré tout ça, on a des pertes humaines qui vont être très lourdes. Donc, je vous l'ai dit, 40 000 personnes pour la peste, en l'occurrence, avec des conséquences sur la société qui sont aussi colossales. C'est-à-dire que Marseille s'est retrouvée complètement... Lors de l'épidémie de peste de 1720, la ville s'est complètement refermée. Elle a été bouclée, il y avait un cordon sanitaire, les gens ne pouvaient pas sortir de la ville et rien ne pouvait rentrer, y compris la nourriture. Donc, il y a eu... donc, la ville, en gros, entre mai et décembre 1720, elle est restée refermée sur elle-même. Donc, c'est-à-dire plus aucune activité économique. Donc, ceux qui n'avaient pas des réserves pour vivre, même s'il y a eu des réserves qui ont pu être faites, c'était très compliqué pour s'alimenter, les gens ont eu faim. Il
il n'y avait plus de travail. La ville a eu un gros, on va dire, un gros vide sur le plan économique et elle va emporter un petit moment les séquelles. Au-delà de ça, l'effet le plus voyant, c'est véritablement les pertes humaines. On a tous les jours des morts et au-delà de ces morts, les ramasseurs de cadavres qui sont, on va dire, réquisitionnés pour l'occasion, c'est notamment des travailleurs forcés qui travaillent au sein de l'Arsenal à qui on promet la libération s'ils viennent ramasser des cadavres, eh bien, ils ne sont pas assez nombreux. Et donc, on va avoir des sols, des rues qui vont être jonchés de cadavres. Il faut imaginer ça, 7 à 8 000 cadavres qui jonchent les rues de Marseille. Marseille qui, à l'époque, ne mesure que 195 hectares. Donc, en gros, c'est une toute petite ville encore. Et on a donc des cadavres partout, partout, partout. Et bien entendu, il est hors de question, faute de moyens, de pouvoir offrir une sépulture individuelle à chacun. Et donc, on va ouvrir des fosses communes à l'intérieur de la ville, des fosses communes qu'on retrouve à Marseille au gré malheureusement des chantiers. Alors celui que je vous ai montré, c'est en centre-ville, donc c'est l'INRAP qui a fait une fouille lors de travaux, hein, tout simplement, derrière l'évêché, c'est dans le quartier, c'est la rue Francis Leca. Et donc, on retrouve de temps en temps, lors de fouilles archéologiques, ces charniers de peste qui sont bien reconnaissables par l'entassement des cadavres qui y a à l'intérieur, enfin, du moins des squelettes qui y restent. Ils ont été recouverts de chaux, donc mesures prophylactiques pour empêcher que les défunts ne contaminent les vivants. Et donc, on a encore finalement des traces visibles à certaines occasions des stigmates de la peste dans la ville. Au niveau économique, je vous l'ai dit, c'était catastrophique, mais au bilan humain, ça allait tout autant. Il y a énormément d'enfants qui se sont retrouvés sans parents, leurs parents étant décédés, et qui se sont retrouvés à la charge, entre guillemets, de la ville, puisque la ville se retrouvait avec des enfants qu'il fallait éduquer, finalement. Et donc, on va avoir dans les orphelinats pas mal d'enfants qui vont être recueillis. Et puis, on va carrément avoir, à l'époque du choléra, au XIXe siècle, un orphelinat qui va être... son nom, c'était l'orphelinat de la rue Isoard. Alors aujourd'hui, il a disparu. Néanmoins, les Marseillais l'ont toujours surnommé l'orphelinat du choléra. C'est pour vous dire à quel point, dans les mentalités, c'était complètement intégré que les épidémies avaient fait des victimes et ces victimes avaient laissé des enfants que la société avait dû prendre en charge. Donc, on a véritablement un impact socio-économique, un impact dans les mentalités, un impact sanitaire, et finalement, tous les aspects de la société sur lesquels ces grandes épidémies ont eu des conséquences. On arrive à présent au terme de cette intervention dédiée à la gestion des grandes épidémies de peste et de choléra à Marseille. On a pu voir que ces grandes épidémies, elles se sont répandues malgré toutes les mesures de protection qui avaient été mises en place par la ville, qui est la première protectrice des populations, mais également par l'État, qui a mis en place une législation bien spécifique pour lutter contre les épidémies. Malgré ça, soit en raison de manquements, soit en raison de fraude, les épidémies au XVIIIe et au XIXe siècle se sont répandues, donc peste et choléra, ont fait énormément de victimes et ont énormément marqué la ville. Alors j'ai envie de vous dire, ce que j'ai évoqué, la première fois que j'ai fait cette présentation, c'était il y a à peu près 7 ans, quand j'ai commencé à en parler. Et à l'époque, c'était les épidémies de peste l'épidémie de chikungunya qui sévissaient. À cette époque-là, dans mon propos, en conclusion, j'insistais sur le fait que le problème des épidémies était plus que jamais un problème international et que des mesures de protection, notamment qui existent toujours, puisque encore aujourd'hui, on a des protections aux frontières, notamment des contrôles sanitaires qui sont demandés, des vaccinations qui sont imposées pour certaines destinations. Alors, on n'a plus de mise en quarantaine, heureusement pour nous, enfin du moins, on n'en a plus au retour de certains pays. Mais du coup, il y a une réflexion qui avait été mise en place sur la diffusion de certaines pathologies. Il se trouve que, il y a 5 ans, on a vécu une épidémie majeure, le Covid, et que la question de l'internationalisation des épidémies se pose plus que jamais aujourd'hui. Donc finalement, toutes les questions qui étaient déjà au centre de l'actualité au XVIIIe et au XIXe le sont toujours actuellement. C'est-à-dire comment protéger des populations d'une menace qui viendrait de l'extérieur, une menace épidémique qui viendrait de l'extérieur, mais qui peut aussi être endémique. La question reste posée et aujourd'hui, on a la chance d'avoir différentes mesures
mesures qui sont mises en place de protection, mais aussi, au-delà de la prophylaxie, également de prise en charge médicale avec, heureusement pour nous, une prise en charge médicale qui est nettement plus évoluée qu'elle ne l'était grâce au progrès de la médecine. Néanmoins, la question des épidémies reste plus que jamais et de sa gestion reste plus que jamais au cœur de l'actualité. Je vous remercie de votre attention. Alors, peut-être il y a le temps pour une question, le temps que on prépare s'installer pour montrer. Est-ce que peut-être pas suivi, mais il y a une session de commentaires. Où est-ce que des dessins ont été faits pour commencer notre intervention. Mais s'il y a une question pour le docteur Aziza pendant qu'il s'installe sur les épidémies.